Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. Dans cette vidéo, nous allons voir les sorties TGCM pour le mois de juin 2024 et on va commencer par du lourd, du même très très lourd dans l'univers du briscard avec le Verbobit. Alors le Verbobit, c'est quoi? C'est tout simplement l'aberration élémentaire pour l'univers de briscard, donc avec ce mode un peu particulier, sauf que dans cette vidéo, on va pas voir l'aberration en elle-même, qui bénéficiera d'une vidéo un petit peu après, une fois que j'aurai la totalité des règles. Alors pourquoi j'en parle? C'est tout simplement parce que TGCM nous a fait la surprise de créer en fait un profil briscard standard qui va avec cette figurine. Ce qui rend déjà le truc génial parce que les joueurs comme moi qui adorons le mode aberration, bah, on a notre figurine, on est super content et tout. Sauf que les joueurs qui sont pas trop fans de ça ou qui jouent pas trop au mode aberration, eh ben, ils peuvent quand même entre guillemets ressortir leur figurine dans une partie standard. Et on va voir là, ça peut être très sympa. Alors, ce Verbobit en version Colosse, il se joue dans une faction Ictienne. Hein, c'est très bien, hein, je vais pas m'en plaindre puisque c'est l'une de mes factions de cœur. Et donc c'est un colosse de 440 points. On voit tout de suite que c'est la figurine briscard, on va dire standard, la plus chère du jeu pour l'instant. Et je pense qu'elle va la rester pendant un long moment. Et donc c'est un colosse qui maîtrise le domaine de la magie élémentaire. Au niveau des caractéristiques, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un monstre. Au vu des points de vie, enfin des points du coup en pièces d'or, ça me paraît logique. Hein. Mais on a quand même des caractéristiques à 9 de constitution, 6 de dextérité, 8 de force, 4 de mental, 5 d'agressivité et un mouvement de 1. Ceci est cumulé à 12 points d'action. C'est la première figurine qui a 12 points d'action. Et 40 points de vie. Alors, avec ces 40 points de vie, il y a une armure naturelle qui protège les dégâts systématiques au de 3. Il y a plusieurs attaques. Une attaque de base qui s'appelle Gobage, qui coûte 4 points d'action, qui ne fait 0 dégâts. Et on retire la victime du terrain. Et cette victime va occuper une case d'estomac. Globalement, le Bobit, il va avaler le briscard dans son estomac. Et, comme on va le voir après, il va commencer à le digérer. Son estomac contient assez de place pour avoir 2 briscards de taille standard, ou un colosse, ou une monture. Il possède une botte, mandibule, qui coûte elle aussi 4 points d'action, qui est une attaque tranchante. Et donc le briscard ciblé fait 3 jets de défense et subit 1 des 10 dégâts par échec. En cas de réussite critique, la victime fait 6 jets de défense et subit 1 des 10 dégâts par échec à la place des dégâts supplémentaires. Le Bobit est immunisé à tous les effets négatifs, comme ça c'est simple. Hein. Pas de poison, pas de saignement, pas de choc électrique ni rien du tout, pas de gel, on s'en fout. C'est une créature aquatique, logique pour un ictien, et comme on l'a vu avec les 40 points de vie, il est analgique. Mais ceci n'est pas suffisant. Hein. Ils ont rajouté 2 cartes, entre guillemets, pour la morphologie atypique de ce briscard, qui nous donne pas mal de règles supplémentaires. Donc la première, c'est expulsion. C'est une capacité que le Verbobit peut faire pour 2 points d'action par briscard dans son estomac. Ça entraîne un jet de réception pour les briscards et des jets de collision. Globalement, le Verbobit il va expulser le contenu de son estomac à un des 10 brasses, aléatoirement, et le briscard projectile et ceux qu'il touche sont empoisonnés. Le Bobit a des poils urticants, qui fait que les briscards non ictiens en zone de contrôle subissent un choc électrique. Alors, j'ai demandé à l'équipe TGCM, a priori, c'est dès qu'on rentre dans la zone de contrôle du Bobit qu'on subit ce choc électrique. Une fois qu'on est dedans, on n'en subit pas d'autres, je crois. Ce Bobit est atteint de gigantisme. Hein. Vu la taille de la bébête, c'est un peu logique. Et sa zone de contrôle est de 4 brasses. Pas de 1, pas de 2 brasses, non, 4 brasses. C'est une double allonge. Par contre, cette zone de contrôle diminue de 1 tous les 10 points de vie perdus. Et il y a une capacité qui gère son estomac, puisque à l'activation d'un briscard qui est dans l'estomac du Bobit, ce dernier perd 2d5 points de vie
et le bobit se soigne d'autant. En cas de double, il subit une expulsion et le briscard peut tenter aussi de se déceinturer au début de son activation. Comme ça, en cas de réussite, il subit l'expulsion, mais au moins il sort de ce fameux ceinturage un peu particulier. Le bobit, par contre, ne possède pas de main et il ne peut pas donner donc de coups de poing ni de coups de pied. Il n'a pas de pied non plus. Par contre, il donne des coups de boule qui font C plus A dégâts et fait 5 des 5 points de structure lorsqu'il utilise l'action détruire un objet. Ce bobit ne se déploie pas normalement au début de la partie, il se révèle où il veut au moment de sa première activation. Les briscards sont repoussés de la zone où il apparaît, et ces derniers doivent tous faire un jet de dextérité plus un des 10 supérieur ou égal à 12. En cas d'échec, ils tombent au sol et perdent la moitié de leur point d'action. Il est ensuite joué normalement. Et enfin, le bobit ne peut être joué qu'avec des briscards d'origine ictienne. Donc on oublie par exemple le bobit avec des mercenaires, pingouins, etc. Voilà. Alors, ça fait un sacré paquet de règles pour une seule figurine. Donc on va essayer de reprendre tout ça tranquillement et de faire des associations pour étudier un petit peu la bête. Ça paraît beaucoup, mais finalement, c'est une bête qui vaut 440 points. Donc dans une partie standard, vous pouvez jouer 500 points plus 25 points d'équipement. Vous avez plus que 60 points à côté. Et ça peut être que des ictiens. En ictien, à part quelques génériques à 60 points ou alors deux poulpes à 30 points chacun, globalement, il n'y a rien d'autre. Donc finalement, avoir une créature avec sa carte de caractéristiques et deux cartes de stratégie à gérer, c'est pas énorme. Vous n'allez pas vous retrouver avec une bande où il y a 10 ou 12 cartes autour de vous. Alors, déjà dans les généralités, le ver bobit, caractéristique phénoménale, il n'y a rien à acheter au niveau des constitutions, etc. Sauf effectivement le mouvement. La mobilité de 1 peut être embêtante, mais vous avez quand même de nombreuses capacités pour arriver à contrebalancer ça. La première et principale, c'est sa capacité au bobit d'apparaître lors de sa première activation à l'endroit où vous voulez sur la table. C'est-à-dire qu'il peut aller directement au niveau des zones des objectifs, il peut foncer et apparaître directement au milieu de la bande adverse. Donc il y a moyen en fait de compenser cette perte de mouvement. Deuxième chose, c'est qu'il a quand même de base une zone de contrôle de 4 brasses, ce qui est monstrueux. On rappelle quand même le ver bobit, comme il a un socle d'aberration, il a un socle de 3 brasses, 12 cm. Et il a une zone de contrôle de rayon de 4 brasses autour. Ce qui fait que quand on prend au total, ça fait 4 brasses, enfin ça fait 8 brasses entre guillemets de diamètre, plus les 3 brasses de son socle. Ça fait quand même 8, 9, 10, 11 brasses, et je rappelle, un tapis de jeu standard, c'est 12 brasses. Donc, quand on pose le bobit vraiment au centre de la table, il contrôle 80-90% de la table à peu près. En termes de surface, il y a au moins 80% de la table qui est contrôlée, quoi. Globalement, à part les 4 coins et une très petite bande sur les centres, sur les bordures extérieures, le bobit contrôle le reste. Alors c'est sûr qu'après, si vous mettez votre bobit au bord de table, il contrôlera moins, mais potentiellement, il a une zone de contrôle immense. Et il peut quand même se déplacer. Rien ne l'empêche de se déplacer à chacune de ses activations d'un mouvement de une brasse gratuitement. Je rappelle, le bobit est aussi un colosse. Donc comme c'est un colosse, les terrains ne ralentissent pas trop son mouvement, puisque il réduit de 1 les réductions de mouvement liées au sable, etc. Donc ce qui fait que finalement, quand il est sur le sable ou la glace, il n'a pas de réduction de mouvement, donc il reste à 1. Et comme une créature aquatique, s'il est dans l'eau, il s'en fout, il se déplace aussi normalement. Donc ça, c'est un peu sur la compensation du mouvement. C'est vrai que quand on voit un mouvement 1, on se dit ouais, c'est pas terrible, mais en fait, il a de quoi gérer. Après, la deuxième chose qu'on voit avec ses caractéristiques, c'est sa capacité de résilience monstrueuse. 40 points de vie, bon, c'est beaucoup,
hein, sans être exceptionnel, puisque les colosses, finalement, ils ont à peu près ce nombre de points de vie. Par contre, il a 40 points de vie avec une armure qui fait -3 à tous les dégâts. Et puis, il n'y a pas d'échec critique. Il n'y a pas de en face, il a du perce-armure, donc il va rapidement me détruire l'armure. Non, non, c'est une armure permanente. Et -3 au dégâts, ça fait quand même que même la plupart des bonhommes qui tapent fort, bah, ils vont taper normalement. Et les petits briscards vont rien lui faire quasiment. Et ça, c'est cumulé avec sa capacité de gobage. Parce que oui, ça coûte beaucoup de points d'action. Ça fait pas de dégâts de base. Mais quand il gomme un briscard, déjà celui-ci est ceinturé. Il est retiré du terrain. C'est-à-dire que comme il est retiré du terrain, ben, ses copains ne peuvent plus venir l'aider. Hein, il est plus sur la table. Ça veut dire plusieurs choses. Déjà, on ne peut plus lancer de sort parce qu'on ne le voit pas, il n'est pas à portée, parce qu'il n'est pas sur le terrain. Et surtout, si ce dernier avait des capacités d'aura, hein, il y a certains briscards qui peuvent protéger ses potes. Hein. Je pense par exemple au Sundar avec Big Pongo, qui fait que tous les briscards alliés qui sont dans sa zone de contrôle, bah, il peut défendre. Par exemple, il y a d'autres briscards qui font que ben, tant qu'un briscard est sur la table, pouf, il donne un bonus X ou Y. Alors, il faudrait que je revoie, mais par exemple, le Xanshi ou la bande des Pingu, quand ils s'activent, ils ont le truc passif, tant qu'il est sur la table, pouf. Bah oui, mais là, on retire la victime du terrain, donc il n'est plus vraiment sur la table. Donc ces zones d'aura ne fonctionnent plus, ne marchent plus. Donc ça permet de gérer justement ces bandes à combo, juste comme ça. Et en plus de ça, ces briscards qui sont dans l'estomac, quand l'adversaire va décider de les activer, ils vont subir 2d5 points de vie. Et ça, on n'y peut rien. Parce que comme leurs potes ne peuvent pas leur lancer de sort ni rien du tout pour les protéger, ils vont prendre ces 2d5 points de dégâts et ça va soigner le bobit de 2d5 points de vie. Et on imagine très bien que quand il y en a deux dans l'estomac, bah, ça fait 4d5 points de vie par tour qui sont absorbés. Voire potentiellement pire. Imaginons le ver bobit, il en a déjà deux dans l'estomac. Les deux s'activent, sortent de l'estomac. Donc le bobit se soigne et leur inflige des dégâts. Le bobit s'active après et il englobe deux autres qui ne se sont pas activés. Donc comme il va devoir les réactiver après, bah pouf, ça fait de nouveau 2d5 points de vie, de dégâts et de soins pour le bobit. Donc il y a des combinaisons à faire. Après, on est bien d'accord que faire 2 gobages par tour, ça fait 8 points d'action, il ne reste plus grand chose à côté. Mais avec cette gestion de estomac et expulsion, ça peut être sympa. Alors l'expulsion en elle-même, vouloir cracher un briscard qu'on a dans l'estomac, c'est consommer des points d'action pour une raison où je vois pas trop l'intérêt, sachant que bah, tant qu'ils sont dans l'estomac, bah, ils sont ceinturés. S'il réussit son ceinturage, il sort, il subit l'expulsion quoi qu'il arrive. Et s'il loupe son ceinturage, bah, il reste dans l'estomac. Seul moment où je vois intéressant, c'est effectivement, il a loupé son ceinturage, j'active mon ver bobit, je le recrache et puis j'en bouffe un autre qui ne s'est pas encore activé par exemple. Voilà. Pour gérer entre guillemets le surnombre. Mais tout ça fait que le ver bobit est extrêmement résilient. Alors oui, sa zone de contrôle va diminuer s'il est gravement blessé. Sauf que le ver bobit, bah, on le voit, avant de le blesser, il faut y aller. Et en plus, il peut se soigner assez violemment. En termes de dégâts, par contre, bah, le bobit, il a une réputation à tenir et il la tient plutôt bien. Il y a sa botte, effectivement, mandibule, que je trouve très bien pour exploser un bonhomme en particulier. Ça coûte cher, mais ça vaut le coup, puisque de base, le briscard va devoir faire 3 jets de défense. Alors 3 jets de défense, quand c'est une botte qui est à 14 de seuil, bah, il faut y arriver. Et comme c'est 3 jets de défense, il va falloir les défendre tous les 3 et faire la défense à chaque fois. Et ce que je trouve très drôle, c'est que quand il fait un critique, il y a la double peine. C'est que globalement, bah, les dés explosifs qui fait que le seuil va monter très très haut. Et en plus, l'adversaire aura 2 fois plus de jets de défense à faire. Et honnêtement, un ver bobit qui commence à 14 et qui fait déjà un 10 au minimum, c'est-à-dire qu'on est quand même déjà un seuil minimum de 24, les 6 jets de défense, je connais pas grand monde qui soit capable d'en réussir ne serait-ce qu'un seul, à moins d'avoir vraiment beaucoup de chance, quoi. Et donc là, ça veut dire potentiellement subir 6 des 10 dégâts.
Globalement, je connais pas grand monde qui soit capable de le gérer. Et c'est très fort parce que c'est un des 10 dégâts par échec. Moi, ce que je me vois bien, c'est comme c'est des attaques différentes. Je pense que par exemple sur une armure, ça va détruire, si on loupe les 3 jets de défense, ça va détruire 3 cases. Il y aura 3 jets de défense à faire, donc 3 jets de dégâts et donc 3 armures à cocher. Ce qui fait que ça peut un peu contrebalancer le mec qui fait, bah, j'ai réussi un critique sur mon armure et j'absorbe la totalité des dégâts. Voilà. Donc tout ça, ça fait déjà mal. Mais ce que je retiens aussi, et surtout, c'est que je pense que la principale capacité de dégâts du Bobit, ça va être ses coups de boule. Coups de boule qu'il va pouvoir faire dans sa zone de contrôle de 4 brasses. Parce que constitution plus agressivité en termes de dégâts, on est à 14. C'est du dégât fixe, 14 de dégâts pour 2 points d'action, puisque c'est un coup de boule. C'est ultra violent. Hein, potentiellement, il en a 12 des points d'action. Je vous laisse imaginer le nombre de dégâts potentiels qu'il peut faire à chaque tour. Et surtout, si par exemple le Bobit en se défendant il fait un contre, eh ben, il pourrait faire un gobage ou il pourrait faire un coup de boule. Parce que le gobage, c'est une attaque de base, et quand on fait un contre, on a le droit d'utiliser une attaque de base. Donc potentiellement, quand le Bobit se défend, il peut gober sa victime. Donc le mec en face s'active, il fait une première attaque, vous le contrez, gobage gratuit derrière, il se loupe, pouf, il est ceinturé, il est gobé. Fin de son activation. Pendant votre zone, pendant votre tour de défense, ça peut être pas mal. Bon. Le poil urticant, je dirais que c'est plus... voilà, ça va être plus une petite gêne qu'autre chose, mais c'est pas ça qui va faire grand chose. Et enfin, qu'est-ce que je vois par rapport à tout ça? C'est que le Bobit va être une figurine assez technique à jouer. Comme j'ai dit, il vaut 440 points, donc il va prendre une grande partie de votre bande. On l'a vu, il tient globalement, il n'y aura que une ou deux figurines avec, soit une figurine de 60 points, soit au maximum deux figurines à 30 pièces d'or, hein, les deux petits poulpes, puisque pour l'instant il a accès à rien d'autre. Alors à 60 points, on a quand même beaucoup de choix entre les Shimae, les génériques Grondin, Trigle, on a même le petit, j'ai oublié son nom, celui qui est caché dans son, que personne ne m'aime parce qu'il est moche et qu'il est dans son armure, là, dans son coffre, Kofio. Voilà. Donc il pourrait recruter tout ça. Le souci, c'est que ce Verbobit n'a pas de main. Et donc sa difficulté va être de gérer les objectifs. En tout cas, dans certains scénarios. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que le Bobit est un peu tout ou rien en termes de scénario. Parce que si c'est un scénario où il y a besoin des mains, vous avez 440 pièces d'or qui ne peuvent pas faire le scénario. Donc vous vous retrouvez avec les 60 points qui restent, c'est-à-dire au mieux deux poulpes ou un générique, pour faire le scénario. Aller crocheter, etc. Et la difficulté, c'est que l'adversaire, il aura juste à aller achever, à focus ces briscards-là, à les tuer, à les mettre hors de combat, pour réussir à gagner la partie contre le Bobit au scénario. Il aura juste à crocheter un coffre et hop, ce sera gagné. Et vous, avec votre Bobit, vous ne pourrez rien faire. Donc, l'autre solution, ça va être ce qu'on verra un tout petit peu après, c'est justement d'utiliser le sort d'invocation élémentaire. Invocation d'anomalie élémentaire, puisqu'il y aura accès, vu qu'il maîtrise le domaine là. Ça permettra, au cas où, pendant le tour, de lancer ce sort là. Par contre, si vous avez le sort là, au mieux, vous avez un poulpe à côté et c'est tout. Donc ça fait un peu limite. Par contre, en dehors de ces quelques scénarios où vous avez besoin des mains, il y a quand même de très nombreux scénarios où vous n'avez pas besoin de mains. Je prends par exemple le scénario où il faut creuser. Creuser, il n'y a pas besoin de main. Le Verbobit, vu ses caractéristiques, il creuse très bien. Donc il peut potentiellement creuser et récupérer des gemmes. Ou tuer les mecs qui ont des gemmes et récupérer sur leur cadavre. Alors pote, il y a le scénario des fameux 3 coffres. Les 3 coffres, le voir repérer, il n'y a pas besoin de main. Et puis après, il faut détruire un objet. Et
le verbe obit, détruire un objet, il est très très bon pour ça. Parce que les coffres là, ils ont 5 points de structure, et lui il fait pas 1 des 5 moins 2 dégâts de structure, il fait 5 des 5. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de bol, vous faites 5-1, et ben il est détruit d'un coup. Donc le verbe obit, il fait voir repérer, il lance son action, à part un échec critique, il réussit, et il détruit un coffre en un coup. Donc sur ce genre de scénario, il se débrouille bien. Le pire étant le scénario des mâts, puisque le verbe obit potentiellement se fout au milieu des deux mâts. Et puis, à chaque fois qu'il va taper un mât, il va faire 5 des 5 points de structure. Et pas 1 des 5 moins 2. Donc il peut potentiellement détruire un mât très très rapidement. Voilà. Alors après, on est bien d'accord. On compense, le verbe obit, c'est une seule activation. Là où l'adversaire va avoir, pour 440 points, 3, 4, 5, 6 activations potentielles. Avec autant d'activations pour faire des actions de détruire, etc. Mais il y a de nombreux scénarios finalement où le verbe obit va plutôt bien se débrouiller. Je ne vais pas dire qu'il est ultra puissant, mais il va pouvoir se défendre. Bon, là où clairement l'adversaire va pleurer, c'est si vous faites un duel des chefs, quoi. Parce que là, vous sortez un verbe obit, le mec en face, même s'il est un colosse, ça va être compliqué. Mais en termes de scénario, c'est effectivement là où il va pêcher le plus, notamment quand il faut les mains. En dehors de ça, il tape très fort. Sa mobilité n'est pas trop gênante et il a de nombreuses capacités pour encaisser et gérer. Et donc, on va voir avec lui, justement, ces fameuses anomalies élémentaires, puisque c'est la nouvelle compétence qu'on découvre avec l'aberration, c'est les anomalies élémentaires. Alors, c'est les anomalies-là, c'est celles qu'on va pouvoir invoquer en mode de jeu standard, et on va voir, elles sont au nombre de 2. Donc, il y a la crevette ski et la crevette je sais plus quoi. La première qui a une constitution de 4, une dextérité de 2, une force de 5 et un mental de 3, qui a un mouvement de 3, 7 points d'action et 20 points de vie. Elle possède une armure naturelle qui protège systématiquement 2 dégâts et son mouvement ne peut pas être réduit. On voit tout de suite, c'est une anomalie invoquée qui va être très endurante et qui est relativement mobile. Elle a une attaque, un coup de marteau qui fait 1 des 10 plus 3 dégâts et qui repousse d'un des 5 brasses l'adversaire. En cas de réussite critique, ça provoque le maximum de dégâts à la place des dégâts supplémentaires. Et si on fait des réussites critiques multiples, ça sonne en plus. Alors, l'attaque là est très puissante. La réussite critique paraît ultra violente, mais en fait pas tant que ça. Puisque finalement, avec une force de 5 de base, elle aurait dû rajouter 5 en force. Et là, on rajoute un des 10 plus 3 dégâts, quoi. On va faire le 1 des 10 plus 3 au maximum, c'est-à-dire qu'on va faire 13. Finalement, dans la quasi-majorité des cas, rajouter 5 au 1 des 10 plus 3, donc arriver de 1 des 10 plus 3 à 1 des 10 plus 8, c'est souvent potentiellement plus de dégâts que dire je fais 13. Après, l'intérêt, c'est que le 13, au moins, on fait un seuil fixe. 13 dégâts, c'est bien. On va pas cracher non plus. 13 de dégâts, c'est ultra violent. Et il a des yeux multispectres. Alors, il possède une ligne de vue sur tout ce qui est vivant. Donc, c'est-à-dire que les créatures éthérées, il les voit. Les créatures cachées, il les voit. Voilà, on ne peut pas se cacher de la bestiole. Il est en plus en garde permanente. Avec une constitution de 4, ça veut dire qu'il se défend tout le temps à constitution 4 plus 2 d 10. Et en plus de ça, au début de chacune de ses activations, il se soigne d'un des 5 points de vie. Il est créature aquatique et en plus, il a mucus. Bon, avec une dextérité de 2, c'est pas non plus exceptionnel. Mais on a un machin, c'est une invocation, 20 points de vie, il réduit 2 les dégâts, il se soigne au début de son activation, il est en garde et il a mucus. Le machin, une fois qu'il est invoqué, vas-y pour le démonter. Néanmoins, il a quand même une contrepartie, c'est que sa difficulté d'invocation est augmentée de 3. Et ça, c'est noté sur sa feuille. C'est-à-dire que le seuil du sort d'invocation pour lui, quand on veut invoquer cette anomalie-là, elle est 19. Et pour rappel, quand on lance un sort, on doit annoncer avant ce qu'on va invoquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, je lance les dés, ah bah tiens, j'ai fait 20 ou 21, donc je l'invoque elle, quoi.
Et puis si je loupe, j'invoque un petit peu moins, un petit peu plus facile. Non, non. Faut dire avant, je veux invoquer celle-là, donc il faut que j'ai un seuil de 19. Voilà. C'est un monstre qui encaisse vraiment bien et qui tape plutôt fort, quoi. Parce que déjà avec une force de 5, le seuil passe à 10, c'est chaud. Et puis un des 10 plus 3, il n'y a pas grand monde qui est serein de se prendre une baffe comme ça, en plus d'être repoussé. C'est-à-dire que potentiellement, c'est un des 10 plus 3 et un des 5 dégâts de collision. Mais ça va parfaitement avec justement la crevette dont c'est tiré, puisque c'est une crevette marteau, je sais plus. Et en fait, elle donne des coups de marteau comme ça, et les yeux multispectres, c'est la même chose, puisque c'est la seule créature, je crois, qui voit la totalité des ondes, hein, des infrarouges aux ultraviolets, il voit tout, lui. Donc forcément, impossible de se cacher. Ça rend parfaitement bien la créature. Et il y a sa collègue, l'anomalie élémentaire, et celle-là, je crois que c'est la crevette ski. Globalement, c'est celle qui crache. Constitution de 3, dextérité de 5, force 2, mental 3. On voit tout de suite que elle est un peu moins pour les taper au corps à corps. Mouvement de 2, 6 points d'action, un peu moins, et 20 points de vie. Elle, son armure protège de 1 systématique, et son mouvement lui aussi ne peut pas être réduit. Bon, le mouvement de 2 est un petit peu plus embêtant, mais on va voir, c'est une tireuse. Puisque son tir, c'est 2d5 dégâts de feu, avec une portée de 3 brasses qui ignore l'armure et qui peut être utilisée au corps à corps. C'est une créature aquatique qui, elle, n'a pas mucus, vu sa dextérité de 5, j'allais dire heureusement, et sa difficulté d'invocation est augmentée, mais que de plus 2. Donc on a un seuil d'invocation de 18. Donc quand même plus compliqué à lancer, mais un peu plus abordable. Alors, elle, au corps à corps, une fois engagée au corps à corps, elle va tomber beaucoup plus vite quand même. Un moins 1 au dégâts, c'est bien, mais c'est pas un moins 2, hein, c'est quand même 2 fois moins fort. Il n'y a pas sa capacité de régénération. Et au corps à corps, elle tape quand même pas si fort que ça. Par contre, son tir 2d5 dégâts, c'est déjà bien, mais surtout c'est le feu, avec ignore armure. C'est-à-dire que ça va provoquer des tests de mental, ça va faire des dégâts, et les bandes armurées, notamment, je pense aux crabes, aux tortues, aux Kinter ou un peu à certains Maoks, ils vont pas aimer ce genre de choses. Alors, c'est des anomalies qui sont très fortes, qui sont quand même à un autre niveau en termes de puissance que les précédentes des autres domaines. Néanmoins, comme elles sont plus compliquées à invoquer, ça se comprend. Et on voit tout de suite que finalement, à l'exception d'Asiatis chez les Ictiens, qui a un mental de 7, pour invoquer de manière raisonnable cette anomalie, notamment la première avec un seuil de 19, eh ben, il va falloir booster l'attaque, le sort. Parce que je crois que l'invocation coûte déjà 3 points d'action. On peut lancer qu'un tour sur 2. Donc on n'a pas envie de le louper. Sauf que même quand on a un mental de 5, on a un seuil qui commence à 10, il faut faire 19, faire un 9, claquer 3 points d'action pour avoir 2 chances sur 10 de l'invoquer. C'est quand même un peu limite. Donc on va booster le G. Donc c'est un sort qui va coûter 6 points d'action. Et c'est là que je reviens justement à la version colosse de cette aberration. C'est que si on joue sur ce sort pour compenser le sous-nombre, ça veut dire qu'à un moment, on va devoir, avec son mental de 4, on va devoir le booster, le G. Et ça va être compliqué, puisque même avec un mental de 4 et boosté, on commence à 8. Il va falloir faire 11, enfin 10 ou 11 pour lancer le sort sur 2D. Même en le boostant, c'est pas gagné. Et le souci, c'est que ça coûte 6 points d'action. Et le verbe Hobbit, il en a 12. C'est qu'on claque la moitié de son activation pour invoquer une anomalie. Alors oui, une anomalie qui est forte. Mais elle encaisse. Mais si en face, il y a 5 ou 6 briscards qui tapent dessus, elle va tomber. Hein. Et il sera consommé la moitié de notre activation de verbe Hobbit. Donc c'est quelque chose qui se réfléchit. C'est pas simple là-dessus. Mais au moins, ça permet d'avoir une possibilité d'avoir des bras. Parce que forcément, ces anomalies invoquées, elles ont des bras. En tout cas, visuellement, elles en ont. Puis c'est pas marqué qu'elles en ont pas.
Voilà. Donc voilà un petit peu pour le pendant du côté briscard. Une sortie riche, très riche, qui va créer des possibilités nouvelles. Puis j'allais dire même des joueurs qui sont pas Etienne base, hein, parce que finalement quelqu'un qui joue les aberrations, il se procure cette babette-là, il a les anomalies, finalement il a juste 60 points, enfin 30 ou 40 points à compenser, avec un peu d'équipement, et puis il achète juste un petit poulpe dans la faction Etienne, et c'est bon, en fait il a sa bande. Donc même quelqu'un qui n'est pas Etienne de base, si il a l'aberration, bah, il peut jouer, et ça peut faire des parties vraiment sympas. Sachant qu'en plus, le plus drôle, c'est qu'on pourra aligner ce Bobit Colosse pour affronter l'aberration vers Bobit. Donc voilà. On va donc maintenant passer à l'univers de Carnage avec la sortie Kyrops du mois, qui n'est autre que le porte-bannière. Donc ce porte-bannière est un Kyrops donc de niveau 2, limitation unique qui vaut 96 couronnes. Au niveau de ses caractéristiques, on voit que c'est un Kyrops relativement standard au vu de son niveau, avec une stature de 4, 8 points d'action, 30 points de vie. Les caractéristiques plutôt équilibrées. 4 en vitesse, 4 en puissance, 3 en agilité et 5 en corpulence, 5 de témérité et 3 d'intelligence. Il possède les règles peau dure, autorité, héroïque objectif, chef de guerre 1 et la compétence bannière qui fait que les Kyrops de son ver de lance augmentent leur aura de 2 toises. Il a 2 dés de maîtrise relativement complets puisqu'il maîtrise la totalité sauf la magie. Ce qui me paraît plutôt logique. Et ce Kyrops possède un équipement dédié qui est la bannière Kyrops. Forcément un porte-bannière sans bannière c'est un peu triste. Et cette bannière Kyrops nécessite les deux mains, coûte 14 couronnes. Et elle apporte plusieurs bonus. Le premier, c'est que les Kyrops, dans son aura, possèdent toujours un point d'action pour se défendre et ils peuvent relancer une fois par test. Chaque test de terreur et d'effroi raté une fois. Pardon. Le porte-bannière est considéré comme possédant la compétence hors norme tant qu'il porte la bannière. Donc globalement, comme ça prend les deux mains, c'est-à-dire qu'il a une main, il a quand même une main libre. Et si la tambour est dans le fer de lance, la bannière Kyrops est gratuite. Cette bannière apporte d'ailleurs un dé de maîtrise supplémentaire qui est identique aux 2 de base du porte-bannière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Kyrops et de cette sortie? Eh ben, que du bon, globalement. C'est une sortie Kyrops, c'est un profil Kyrops que personnellement j'attendais depuis longtemps. En fait, pas le porte-bannière, hein, mais ce type de profil, puisqu'on voit tout de suite que c'est un profil qui est orienté sur soutien, gestion d'objectifs. La première chose d'ailleurs qui nous saute aux yeux, c'est que ce porte-bannière n'a pas la règle charge brutale. Ouais. Ouais, c'est pas un mec qui va foncer vers l'adversaire via cette règle. Hein. Il a une vitesse de 4, ce qui fait qu'il va pouvoir se balader sur la table assez rapidement, en tout cas même très rapidement pour un Kyrops, puisque par rapport à la plupart de ses potes, c'est presque un Usain Bolt, mais il n'aura pas de bonus pour charger l'adversaire. Ces caractéristiques relativement équilibrées, qui tournent globalement autour de 4 et de 5, avec juste l'agilité et l'intelligence à 3, fait que, quel que soit le test que demande un objectif, il sera relativement bon. En plus, il est niveau 2, donc il va lancer 2 dés, et il a potentiellement, avec la bannière Kyrops, 3 dés de relance qui permettent de relancer les objectifs. Donc, si vous l'envoyez gérer les objectifs, il le fera très très bien. Voilà. Il a les points d'action pour, il a la vitesse pour y aller, il a les caractéristiques pour être relativement stable sur ses jets, et en plus il a des relances en cas de coup dur. Voilà. Donc là on a déjà un profil qui va pouvoir aller gérer les objectifs. On l'avait déjà un petit peu avec les prêtres du sacrifice et les bourreaux, sauf que ils avaient tendance à vouloir lancer de la magie. Et les prêtres du sacrifice, qui étaient utilisés avant comme gestionnaires d'objectifs, ils étaient que niveau 1. Et quand on lance qu'un seul dé, le craquage est possible. Là, le porte-bannière, il est niveau 2. On le paye.
mais au moins il y a de la stabilité. Et à ça, on voit que c'est un soutien qui marche très bien dans ce domaine-là. Puisque quand on va aller chercher un objectif, on va avoir potentiellement tendance à s'éloigner des combats. Voilà, sauf si le combat vient à vous, forcément. Mais ses capacités, hein, je pense notamment à sa capacité bannière, qui augmente l'aura des Kérops de son fer de lance ou autorité. C'est des capacités qui n'ont pas besoin, où on n'a pas besoin d'être à proximité. Hein, bannière, c'est il est sur la table, ça affecte tous les Kérops du fer de lance, où qu'ils soient. Et la compétence autorité, donc pour rappel, autorité, c'est la capacité à donner un de ses dés de maîtrise à un de ses potes. Et autorité, en fait, on peut le dépenser pour aider un de ses alliés, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la table. Donc on a un Kérops, il peut aller faire ses objectifs, et puis même si notre pote, notre gros thon, qui est en posture un peu difficile ou qui se craque, on peut dire, bah tiens, son aura augmente de 2 toises, et en plus, je vais pouvoir lui donner jusqu'à potentiellement 3 relances. Sans que le mec qui tape ait besoin de taper ses propres relances, et donc, je prends par exemple un Tarsac ou un guerrier niveau 2 ou un commandant qui va vouloir taper au corps à corps, s'il fait un craquage, on a toujours tendance à dire, bah mince, si je fais une relance, je vais assurer peut-être le coup, sauf que derrière, mes autres attaques, je vais le lancer avec un dé de moins. Et bien vous avez le porte-bannière, lui, il a 3 dés de relance, il va pouvoir les lancer, hein, et les donner à son pote, ce qui fait qu'on va avoir de nombreuses relances pour ses potes qui ont un craquage éventuel, sans que ça pourrisse l'activation du gros bourrin ou du mec qui a vraiment besoin de fiabiliser. Là-dessus, c'est bon. Une chose à noter quand même par rapport à tout ça, c'est que dans les règles, de comment je les lis, c'est dès qu'on utilise son premier dé de son premier comment on appelle ça, son premier dé de maîtrise, on perd son dé, on retire un dé. Donc le porte-bannière, il a beau avoir 3 dés de maîtrise avec sa bannière Kérops, dès qu'il va consommer le premier, il lui restera 2 dés de maîtrise, mais lui-même, en tant que niveau 2, ne pourra lancer plus qu'un seul dé. Moi, c'est comme ça que je lis la règle, à confirmer peut-être par l'équipe TGCM. Mais une fois que le premier est fait, ben, il nous reste encore 2 dés de relance qu'on va pouvoir utiliser pour le porte-bannière ou pour ses potes. Donc dans tous les cas, grâce à Autorité, vous avez des relances sur toute la table super bien. C'est un super fiabilisateur pour sa bande. Hein, vous avez chef de guerre 1. Alors chef de guerre 1, pour rappel, c'est que quand vous avez au moins un allié dans l'aura du porte-bannière, eh ben, vous pouvez activer ça une fois dans la partie et le porte-bannière va gagner un point d'action. Bon, l'aura est pas énorme, mais bah, il bénéficie lui-même de sa compétence bannière, donc son aura n'est pas de 3 toises, mais de 5. Donc il y a quand même de fortes chances d'avoir, même si on s'éloigne un peu, d'avoir au moins un allié à 5 toises autour de soi. Voilà. Avec héroïque objectif en plus, je disais par rapport aux objectifs, bah, ça fiabilise encore plus sa capacité à gérer les objectifs. Donc on a quand même, pour résumer, des stats ultra stables, 3D potentiel de relance sur les objectifs aussi, qui peut d'ailleurs permettre aux autres de faire des relances d'objectifs. Hein. La stabilisation du fait d'être niveau 2, et en plus, héroïque objectif, qui fait que pour la gestion des objectifs, on est très fort, pour aider nos petits potes, on est très fort, et ça va aller encore plus loin. Pourquoi? Parce que là, on a une autre compétence avec la bannière Kérops. Les Kérops dans l'aura du porte-bannière possèdent toujours un point d'action pour se défendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le porte-bannière, c'est un Kérops, donc ça marche sur lui-même, et ça va marcher sur tous les autres Kérops qui seront donc dans les 5 toises. Intelligence de 3, plus 2 pour sa compétence. Donc tous les Kérops qui seront dans les 5 toises, y compris lui, vont pouvoir relancer les dés de terreur et d'effroi ratés. Ça, c'est quand même bien parce que les Kérops, ils sont pas connus pour leur intelligence, déjà, clair. Même leurs lanceurs de sorts, ils sont nuls en termes d'intelligence, mais même en termes de témérité, ils ne sont pas forcément les meilleurs. Notamment, je pense aux guerriers. Et donc, pouvoir permettre de relancer les tests de terreur et d'effroi ratés, ça permet d'éviter un craquage sans avoir besoin de consommer pour le reste de la partie
un dé de maîtrise d'un niveau 3. Parce qu'il me semble que c'est comme ça qu'on peut potentiellement relancer, enfin fiabiliser le truc. Hein. Mais c'est surtout la compétence un point d'action pour se défendre. C'est-à-dire que quand vous avez un Kyrops qui est dans le coin, bah, vous avez toujours, si vous avez des points d'action, vous pouvez les consommer pour vous défendre normalement. Mais quand vous n'en avez plus, eh ben vous êtes considéré comme ayant ce petit point d'action et vous allez pouvoir avoir toujours un point d'action gratuitement. Vous allez toujours pouvoir faire une défense à 1 PA. Et ça peut se cumuler, par exemple, vous avez fait vos actions, il vous reste un point d'action. Et ben vous arrivez, vous disiez, ce point d'action, je le consomme pour me mettre en état d'alerte. Ce qui fait que vous n'avez plus de point d'action, on vous attaque. Et ben, l'état d'alerte va vous permettre d'utiliser une caractéristique gratuitement. Mais en plus de ça, grâce à cette compétence, vous allez pouvoir vous défendre à un point d'action. Et donc finalement, la prochaine défense que vous allez faire, vous n'avez plus de point d'action, mais vous allez faire avec deux caractéristiques. Et donc vous défendre un petit peu mieux. Et puis après, l'adversaire, s'il enchaîne des petites attaques gratuites ou des attaques à un point d'action, celle-ci, vous pourrez vous défendre au moins avec un point d'action et vous défendre un minimum avec. Et ça rend votre ligne de défense extrêmement stable, puisque vous allez pouvoir vous défendre un petit peu mieux. On est bien d'accord que l'adversaire, s'il commence à faire des attaques à coup de vitesse ou d'agilité et que vous avez 2 ou 3, c'est pas top. Mais c'est toujours 2 ou 3 en plus à votre jet de défense. Entre 0 et avoir plus 3, des fois, ce plus 2 ou ce plus 3 peut peut faire la différence entre une défense ratée ou une défense réussie. Voilà. Et il y a tout ce système de aura augmentée. Alors finalement, cette aura augmentée, elle va bénéficier à qui? Eh ben, elle va bénéficier à énormément de monde. Bizarrement, pas du tout à la tambour. Parce que c'est vrai qu'on voit le porte-bannière, on dit ouais, la bannière elle est gratuite, s'il y a un tambour, donc je vais vouloir mettre un tambour. Sauf que le tambour lui-même, sa règle de tambour de guerre, c'est tous les Kyrops à 5 toises. C'est pas dans son aura. Donc sa capacité à elle n'est pas améliorée, entre guillemets, par l'aura augmentée. Par contre, il y en a d'autres qui bénéficient énormément de ça. Alors, le porte-bannière lui-même et les capitaines et commandants de votre armée vont en bénéficier un petit peu via leur règle chef de guerre, puisque chef de guerre, si je ne me trompe pas, il faut regarder le nombre d'alliés qui se trouvent dans votre aura. Hein, et avec une intelligence de 3 ou de 4 au mieux pour le commandant, l'aura est pas très grande, donc on peut se retrouver un petit peu embêté à ne pas avoir assez d'alliés dans la zone pour bénéficier au maximum, au moment voulu, de la règle chef de guerre. Augmenter de 2 toises cette portée, ça peut être bon pour les capitaines et les commandants. Donc là-dessus, pourquoi pas. Par contre, ça bénéficie beaucoup plus à une bande qui tourne autour de la forgeronne ou des bourreaux et prêtres du sacrifice. La forgeronne, pourquoi? Parce que la forgeronne, quand elle est entourée de guerriers, elle va donner aux guerriers l'aura brutalité 1. Sauf que la forgeronne a une intelligence de 3. Donc la portée de son bonus n'est pas très élevée. Et avec un porte-bannière, votre forgeronne va se retrouver avec l'équivalent d'une intelligence de 5 pour son aura. Ce qui fait que les guerriers ont beaucoup plus de facilité à être dans sa zone de contrôle et à toujours bénéficier de brutalité. Et ça peut aller très vite, parce que votre forgeronne, si vous ne l'avez pas bougé, que le guerrier se met à charger en avant pour taper l'adversaire, vous êtes encore dans l'aura, vous êtes content, mais l'adversaire a réussi une défense et a reculé, ou alors vous avez fait un effet de C et vous avez poursuivi derrière, vous allez peut-être vous retrouver au bout d'un moment avec en dehors de cette zone de contrôle de la forgeronne, en dehors de cette aura. Et avec ceci, votre forgeronne pourra se trouver plus facilement à bénéficier de ces effets à plus de monde. Donc c'est une compo qui peut être intéressante là-dessus. Et ceux qui bénéficient par contre le plus, entre guillemets, de cette aura augmentée, c'est les prêtres et les bourreaux du sacrifice. Pour 2 raisons toutes simples. C'est la première, c'est que certains sorts ont en portée l'aura du sorcier. Je pense notamment
à certains sorts génériques, comme invulnérabilité. Il me semble que ça a ça a des effets, enfin, ça a une portée d'aura. Et il y a certains sorts Kyrops aussi qui ont une portée liée à l'aura. Par exemple, la marche des suppliciés, c'est votre aura divisée par 2. Donc, le bonus de mouvement, ben, l'aura de base d'un prêtre, elle n'est pas terrible, hein, intelligence de 3 pour un prêtre du sacrifice, divisé par 2, ça fait plus qu'une toise et demie par rapport au centre de votre socle. Ça veut dire quasiment rien. Bah là, en augmentant de 2 toises, ben, vous augmentez l'effet d'autant plus. Et donc déjà là-dessus, votre prêtre ou votre bourreau du sacrifice va pouvoir lancer ses sorts à plus grande distance ou dans une plus grande zone d'effet. Et l'autre chose qui est importante, c'est que vos prêtres et votre bourreau du sacrifice va lancer des sorts du domaine du sacrifice. Et les mages Kyrops qui utilisent le sacrifice obtiennent un bonus de plus 1 par allié blessé dans leur aura. L'aura est augmentée de 2 toises grâce à ce porte-bannière. Donc potentiellement les prêtres et les bourreaux du sacrifice auront beaucoup plus de facilité à avoir de bonus et à avoir leurs alliés blessés dans leur aura. Et donc ils auront beaucoup plus de facilité à lancer les sorts. Donc pour résumer, un prêtre ou un bourreau, il pourra lancer certains sorts à plus grande distance en ayant plus facilement des bonus. Et donc c'est là qu'on voit toute la versatilité de ce personnage, hein, du porte-bannière, et toute la polyvalence, puisque vous avez un perso soutien quasiment pur, hein, mais qui se défend quand même plutôt correctement, surtout en défense d'ailleurs, via la porte-bannière, qui va pouvoir jouer les objectifs, qui va être extrêmement stable avec Heroic Objectif, son niveau 2, hein, il lance quand même 3 dés pour faire des tests d'objectifs, que même en cas de craquage, il a 3 relances, hein, et que s'il n'a pas de craquage, ces 3 relances, il va pouvoir les donner à ses potes, sur toute la table. En plus de ça, il va stabiliser et fiabiliser les tests d'effroi et de terreur. Il va booster certains personnages ou certains bonhommes de votre bande en améliorant leur capacité. Hein, et le tout pour un coût assez dérisoire, puisque 96 couronnes, ça monte à 110 avec la bannière, mais ça redescend à 96 si vous avez un tambour. Voilà. Et là, il y a tout un choix. C'est que finalement, votre bonhomme, est-ce que je lui mets un tambour pour avoir la bannière gratos et je joue sur tambour, bannière et puis quelques petits bonhommes à côté? Ou est-ce qu'au contraire, bah tiens, je vais jouer sur la magie, je vais booster mes magiciens, donc je vais prendre mon porte-bannière avec un ou plusieurs prêtres ou bourreaux du sacrifice à côté? Ou est-ce que je vais jouer sur une combo porte-bannière forgeronne avec des guerriers? Ou est-ce que je vais jouer sur une combo porte-bannière capitaine ou commandant avec quelques guerriers à côté? Et il y a de nombreuses possibilités, de nombreuses bandes possibles, et le porte-bannière aura toujours sa place. Puisque finalement, ça va être le bonhomme qui va aller gérer les objectifs et booster leurs potes, quels que soient ses potes. Et en soi, ça fait de ce perso, de ce profil, un profil super cool. Parce que c'est ce qui manquait au Kyrops. Pas les soutiens, ils en avaient déjà plein. Avec leur lanceur de sorts, avec la forgeronne, avec la tambour. Hein. Mais c'est un perso qui, en plus d'être soutien, va être quasiment dédié aux objectifs. Et il aura toujours une main pour ça, puisque le porte-bannière, ben, il est hors norme, donc il a une main de dispo. Et si vous avez vraiment pas envie de dire, bah, c'est mon porte-bannière qui va jouer les objectifs parce que bah, j'aime bien mon petit prêtre du sacrifice pour gérer les objectifs. Et puis bah, je me dis, c'est le prêtre du sacrifice qui y va, il est niveau 1, mais bah, potentiellement le porte-bannière va pouvoir, grâce à autorité, faire les relances là-dessus. Et mon porte-bannière, il va être là pour venir en soutien des troupes de corps à corps, et donc je vais l'équiper parce qu'il va venir aussi aller taper. Bah, il lui reste une main. Donc rien ne l'empêche de lui mettre une arme gratuite dans l'autre main, ou de l'équiper d'une arme à une main un petit peu plus efficace. Je pense notamment aux sortes de fouets, là, qui pour 14 couronnes donne une allonge à une toise, et permet de taper comme ça un petit peu plus à distance.
Et donc vous avez de nombreux choix, une grande polyvalence dans ce perso que je pense les joueurs Kerops vont adorer. Après ce pourparler et en attendant la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Entropia.